Bonjour et bienvenue au podcast Prise 3. Aujourd'hui, on se pose la question, quels sont les effets d'un écosystème télévisuel segmenté en de multiples plateformes, on pense entre autres à Netflix, Crave, Prime, Apple TV, sur la production, la diffusion et ou la connaissance de la culture québécoise, particulièrement chez les jeunes. Mon collègue Christophe a rencontré Mme Lisande Champagne, professionnelle de recherche et chargée de projet à l'Observatoire de la culture et des communications du Québec, pour lui parler de son enquête québécoise sur la découverte des produits culturels et le numérique publiée en 2023. Et on va mettre tout ça en contexte par rapport au concept d'usage et de gratification. Pour commencer sur le sujet, je pense qu'il est intéressant qu'on parle de nos opinions, de notre expérience personnelle. Je vais commencer par toi, Christophe. Es-tu quelqu'un qui consomme souvent la culture médiatique québécoise, que ce soit TV, radio, YouTube, peu importe? Disons que je consomme malheureusement pas tant de culture médiatique québécoise. Je consomme de la culture québécoise, mais c'est jamais à part l'entremise de médias. Je suis vraiment plus dans les arts vivants, donc... Fait que tu consommes pas de... En tant que tel, tu fais pas d'efforts. Si t'en consommes, c'est plus par accident que d'autres choses de la musique québécoise, des médias québécois. T'as dit que tu consommes un peu culture vivante, si tu style pièce de théâtre. Théâtre, un peu de danse. OK. Puis sinon, vu que tu consommes pas vraiment de médias visuels ou audio, c'est-tu plus anglophone? Tu passes par des services de streaming? Je passe beaucoup de temps sur des services de streaming. Honnêtement, comme plusieurs personnes dans nos âges, j'ai pas le câble chez nous. J'ai seulement des plateformes de streaming. Ouais, la télévision, c'est de quoi qui descend. En tout cas, pour les jeunes, là, je pense qu'il y a encore beaucoup de personnes qui l'écoutent, mais entre nous quatre, si je pense pas que la télévision, surtout québécoise, c'est pas de quoi qui est très intéressant. Là, je sais pas toi, Léa. Non, moi, ça... moi, je suis vraiment pas une sorte de personne qui s'assit pour, écouter la TV vraiment, là. Tu sais, j'ai beaucoup d'applications de streaming, même pour écouter quand ça vient pour de la culture québécoise, même pour de la musique ou des arts quelconques. J'ai juste récemment commencé plus à écouter Cœur de pirate parce que je trouve ça c'est vraiment bon, c'est mon style de musique, mais des séries québécoises, des films québécoises, à moins que le sujet en tant que tel m'intéresse beaucoup, que j'aie vu un clip sur YouTube ou sur TikTok, que je suis genre oh my god ça a l'air bon, je veux l'écouter, je vais juste pas l'écouter, là. Mais tu dis quand même que t'écoutes Cœur de pirate à cette heure, fait que tu l'as découvert d'une certaine manière, tu l'as pas entendu par miracle. Je me rappelle plus quand, mais je pense que je l'avais juste revu sur TikTok qui interagissait avec d'autres cultures que moi, je connaissais puis j'aimais de la culture anglophone. Fait que je suis genre, je savais pas qu'elle elle aimait ça puis elle trouvait ça intéressant. Puis après, je suis genre, juste réécouter ses nouvelles musiques. Puis je suis genre, j'aime vraiment ça. En tout cas, je l'ai juste redécouvert comme ça. Mais à part ça, du contenu québécois, là, à part peut-être des dubbings québécois, là, ça me tente pas. Je suis pas tant intéressé. OK, ouais, mais je pense que c'est un peu un sentiment qui est partagé par tout le monde. Là. De mon côté, c'était un peu similaire. Je sais pas, Phil, toi, tu consommes-tu beaucoup de médias québécois, de choses francophones, ou tu restes toi aussi plus dans l'anglophone? C'est juste c'est sûr que j'ai une tendance plus à aller vers l'anglophone comme pas mal tout le monde de nous là, mais récemment j'ai commencé à écouter plus avec ma sœur la série Indéfendable sur Illico Plus. Ah oui, c'est bon ça. Fait que c'est ça, je pense qu'on en manque beaucoup, on a pas mal tendance avec les réseaux sociaux à aller voir du contenu plus anglophone ou du contenu même français. Mais du contenu québécois, on n'a pas le réflexe d'aller le voir alors qu'on a des très bonnes choses aussi ici qui se produisent. Mais c'est ça, vu que il y a pas les résultats escomptés, des fois ça tombe là, tu sais. En ce moment, j'ai devant les yeux là, la fermeture de Cube Music qui avait été lancée en mai 2020 pour faire concurrence à Spotify, Apple Music puis tout, mais finalement ça a fermé en 2023 parce que ça l'a pas décollé. Mm-hmm. Je pense que c'est ça. En même temps, les grands géants Spotify et Apple Music sont très durs à aller descendre là, aussi là. Ouais, c'est sûr. Fait que ça serait vraiment à savoir, est-ce que la plupart des personnes, quand ils vont voir sur les plateformes de streaming, est-ce qu'ils cherchent, est-ce qu'ils savent déjà la chose qu'ils veulent écouter, ou est-ce qu'ils font juste regarder comme s'ils vont magasiner pour un produit qu'ils savent pas exactement?
Parce que si tu sais exactement quoi que tu veux écouter, tu vas pas regarder le produit québécois. Mais si tu fais juste l'ouvrir, tu vas les voir, puis tu vas être plus tenté, tu vas être plus ouvert à cette possibilité-là. Je sais pas si Lisande Champagne, elle avait fait une recherche là-dessus. C'était quoi exactement sa recherche? Mais c'est sûr que si on regarde vraiment du côté de l'enquête qu'elle a fait, on voit qu'il y a quand même plusieurs raisons pour lesquelles le public québécois se rend sur les plateformes de streaming. Principalement, le monde font aussi leurs recherches en français selon les résultats d'études. Donc, on peut vraiment dire que oui, les médias sociaux vont causer quand même un engouement sur sur certaines œuvres précises, mais souvent, une personne qui consomme pas de contenu québécois va quand même aller faire des recherches pour consommer des choses et les algorithmes vont personnaliser les résultats pour leur proposer des choses qui ont tendance à les accrocher un peu plus. Par exemple, en ce moment, quelqu'un qui aime ça, les films de Noël, il va aller sur Netflix. S'il en a écouté 2-3, il va avoir au moins 10 autres films de Noël avec un synopsis assez similaire qui vont lui être proposés. C'est sûr que si quelqu'un consomme déjà de la culture québécoise, eux vont avoir vraiment plus de propositions qui sont québécoises. Avec l'entrevue que j'ai eue avec Lisande Champagne, on va en apprendre un peu plus sur l'enquête québécoise sur la découverte des produits culturels et le numérique, donc vraiment sur la consommation de la population québécoise, des contenus québécois, mais aussi leur consommation au niveau des plateformes de streaming vraiment et toute la consommation web. Concrètement, quelle a été votre implication dans l'enquête? Donc, je travaille à l'Observatoire de la culture et des communications du Québec. Mon rôle dans cette direction-là, en fait, c'est une direction qui est sectorielle à l'Institut de la statistique du Québec. Puisqu'à l'Institut, on traite de toutes sortes de sujets, que ce soit la santé, la démographie notamment, l'économie. Ben, nous, à l'Observatoire, on s'occupe des statistiques qui concernent la culture. Mon rôle comme professionnel de recherche, c'est surtout de travailler notamment à m'assurer que l'enquête va de A à Z et puis va passer par les mains de tout le monde. Mais c'est beaucoup moi qui va s'occuper notamment de travailler à l'analyse des données qui avaient déjà été collectées quand je suis arrivée. Donc, l'interprétation, la rédaction du rapport et la diffusion des résultats. Puis, juste un petit résumé là, de qu'est-ce qu'on pourrait retenir de l'enquête. Bien, quelques éléments en rafale, premièrement, c'est que les moyens de découverte des membres des différents auditoires internautes sont différents. Selon que tu cherches un film ou une série, une musique, un balado ou un livre, tes stratégies pour chercher du contenu vont être différentes. Par exemple, on sait que quand les auditeurs internautes de films et de séries cherchent des contenus audiovisuels, le principal moyen de découverte, ça va être les plateformes de diffusion. Ensuite de ça, ça va être la consultation de l'entourage et ensuite de ça, le visionnement des bandes annonces, peu importe où. Quand on regarde auprès de l'auditoire internaute de la musique, notamment, on se rend compte que le principal moyen de découverte, c'est la recherche par mots-clés sur des moteurs de recherche. Donc, ça ne passe pas le premier, tout à coup, quand on cherche la musique, le premier moteur, le premier outil de découverte, ce ne sera pas les plateformes, mais plutôt les moteurs de recherche. Ensuite de ça viennent les plateformes pour la musique, puis ensuite de ça, la consultation de l'entourage. Donc, on se rend compte que, tout d'abord, la manière dont les gens découvrent, c'est, même si c'est des internautes, ils vont utiliser à la fois le numérique et l'environnement hors numérique. Une deuxième chose qu'on peut retenir de cette enquête-là, c'est un phénomène que je trouve très intéressant, c'est le fait que les différents auditoires internautes, selon qu'ils consomment de la musique ou des films ou des balados ou des livres, vont pas utiliser la même langue pour faire leur recherche lorsqu'ils utilisent Internet. Il y en a, par exemple, pour les internautes, l'auditoire internaute de films et de séries, principalement, les gens vont utiliser le français. Puis ensuite de ça, ils vont utiliser autant le français que l'anglais. Pour ceux qui cherchent de la musique, la plus grande part de l'auditoire internaute de la musique vont utiliser l'anglais. Donc, ensuite, on se rend compte, ce qu'on se rend compte quand on lit cette étude-là, dans laquelle il y a beaucoup, beaucoup de résultats, c'est qu'on voit que les stratégies de découverte varient selon le type de contenu qu'on cherche pour différentes raisons. Donc ça, c'est
déjà, je pense, une chose à laquelle on doit porter attention quand on s'intéresse à la manière dont les contenus sont découverts dans l'environnement numérique. Quel est l'impact de la découverte de contenu sur la consommation du même contenu? C'est une très bonne question que tu poses là. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent cette question-là. Comment la découverte d'un contenu se traduit en consommation d'un contenu? Tout le monde, tous les secteurs industriels en culture veulent savoir ça. C'est-à-dire, c'est la grande question. Puis, la vérité, c'est qu'on ne le sait pas à partir des résultats de l'enquête sur la découverte des produits culturels et le numérique. C'est une excellente question. Est-ce que après ça, la manière de réfléchir à ça est un peu plus théorique, là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne sait pas qu'un contenu existe, c'est très difficile de le consommer. Donc là, tout le monde est d'accord là-dessus. Il faut tout d'abord entrer en contact avec un contenu pour ensuite le consommer. Après ça, comment mesurer l'effet de la découverte d'un contenu sur la consommation du contenu? Eh bien, ça, on n'a pas de mesure en ce moment. On a vu aussi dans l'enquête que les personnes qui consommaient un peu plus de contenu québécois ont un peu plus de facilité justement à le trouver sur les plateformes que les personnes qui en consomment peu. Est-ce qu'on aurait une réponse à pourquoi? Mm-hmm. En fait, quand j'ai présenté ce résultat-là, pourquoi j'ai présenté ce résultat-là dans l'enquête? C'est-à-dire, effectivement, je voyais que on a posé la question, bon, quelle est la part de contenu québécois en français que vous visionnez dans les films et les séries? Le résultat dont tu parles s'adresse à l'auditoire internaute des films et des séries. Donc, on leur a demandé quelle est la part de contenu québécois en français que vous écoutez. Puis ensuite de ça, on avait une autre question qui portait sur est-ce que vous trouvez que sur les plateformes étrangères, les plateformes de services de diffusion étrangères, les contenus québécois en français sont faciles à repérer? Puis là, je trouvais ça très intéressant de voir ces deux résultats-là, puis je me suis posé la question, mais est-ce que les gens bref, y a-t-il un rapport entre ces deux auditoires-là? Est-ce que c'est les gens qui me disent oui, j'en consomme, qui ont de la difficulté à le repérer parce qu'ils connaissent bien, ou bref, c'est pour ça que j'ai fait ce croisement-là entre les auditoires qui consomment plus ou moins de contenu québécois, puis ceux qui trouvent que c'est plus ou moins facile de le repérer sur les plateformes. Puis là, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, comme tu le disais tantôt, en fait, ceux qui consomment plus de contenu québécois en français sont plus nombreux en proportion à dire que c'est facile ou très facile de le repérer. Donc, on ne sait pas pourquoi. Bref, en fait, souvent, là, notre rôle à l'Institut de la statistique, c'est vraiment de donner des mesures aux gens. Nous, on ne peut pas expliquer la cause de ces résultats-là. Puis, par contre, je pense que de voir qu'il y a des associations comme ça nous permet de nous poser des nouvelles questions. Puis, c'est un peu le rôle aussi de la recherche, là, de trouver des nouvelles choses, puis de nous amener à nous poser des nouvelles questions. Ouais. Pourquoi il y a une relation ici? Ben, je pense que tu poses la bonne question. Après ça, est-ce que j'ai la réponse? Non. Mais ça, c'est libre à toi d'interpréter aussi. Donc, encore une fois, sur ton travail sur l'enquête, est-ce que tu aurais quelques raisons pourquoi on consomme des produits culturels québécois, ou si tu n'en as pas, là, c'est pas plus grave que ça non plus? Ben, écoute, c'est une raison. En fait, je vais répondre par une réponse méthodologique, c'est-à-dire une question comme ça. Donc, quand on veut savoir pour quelles raisons les gens consomment des produits culturels québécois, c'est sûr qu'on peut toujours, dans un questionnaire, essayer de mesurer la prévalence de certaines motivations, de certains freins auprès de la population pour, par exemple, consommer tel type de contenu, aller au musée ou bref, faire différentes activités. On va les mesurer en termes de, justement, quelles sont vos motivations, quels sont les freins. Pour comprendre vraiment les raisons ou l'attachement, par exemple, au contenu culturel, une méthodologie qualitative est parfois la meilleure pour répondre à ces questions-là, c'est-à-dire de faire des focus groups, de faire des entrevues avec les gens pour essayer de comprendre en profondeur c'est quoi les motivations, puis c'est quoi l'attachement notamment. Bref, puis ça, c'est un champ très, très intéressant
puis, en fait, il y a plusieurs sociologues qui se sont penchés sur des questions comme ça, c'est-à-dire sur la sociologie des goûts, comprendre pourquoi les gens s'attachent à tel ou à tel contenu, ou bref, il y a une grande littérature là-dessus. Par contre, on n'a pas mesuré, puis on n'a pas de réponse là-dessus avec les statistiques qu'on a présentement sur la raison pour laquelle les gens consomment ou non des produits culturels québécois. Parfait, il n'y a pas de problème. Donc, Christophe, peux-tu nous parler un peu plus du concept d'usage et gratification en lien avec notre sujet de culture québécoise et des jeunes? Oui, ben c'est sûr qu'en premier, on peut vraiment juste dire... c'est sûr qu'on peut juste commencer en mettant sur la table c'est quoi le modèle des usages et des gratifications. C'est ça, la notion centrale, c'est vraiment que la communication de masse est utilisée pour se connecter aux autres par rapport à différents types de relations. À partir de là, il y a différentes typologies. On parle de diversion, de relations personnelles, d'identité personnelle, de surveillance. Et il y a aussi, on nomme aussi 3 sources distinctes de gratification, soit le contenu, l'exposition et aussi... Mais concrètement, c'est que les utilisateurs, genre pourquoi les utilisateurs fait telle chose avec les médias, avec la communication. Fait que dans notre contexte, ça pourrait être, surtout avec les médias de streaming, puis des séries, puis c'est beaucoup de divertissement. Exactement, là, c'est vraiment dans une optique de divertissement là, que le public québécois va consommer des produits culturels. C'est sûr que par produits culturels aussi, certaines personnes vont dire que les programmes de nouvelles, c'est des produits culturels. Pour s'informer. Mais moi, quand que je pense à informer, par exemple, si je dis que à nous, qu'on n'écoute pas de culture québécoise, on est inculte, et genre, on va aller écouter de la culture québécoise pour aller s'informer sur la culture. Ça, c'est une affaire d'information aussi. Dire, c'est sûr qu'aussi, la consommation des produits culturels va aussi passer par l'identité personnelle. Donc, si une personne consomme de la culture québécoise, plus ça va l'aider à forger son identité, et parce que la culture là, ça rentre un peu comme du côté de la théorie critique, là, mais l'identité des personnes va aussi passer par leur consommation culturelle, et on va l'utiliser vraiment aussi pour s'informer sur c'est quoi les normes d'une société, c'est quoi les valeurs. Donc, ça va permettre aux personnes de se créer un système de valeurs, là. Ouais, puis ça doit les récompenser aussi au niveau personnel de se dire j'écoute du contenu québécois, que ce soit des émissions ou de la musique et tout, alors qu'on voit ça partout dans les réseaux il faudrait écouter les réseaux des nouvelles, qu'on devrait écouter plus de contenu québécois. On sait que la CAQ a fait beaucoup de sorties là-dessus. Fait que j'imagine qu'il y a une certaine une gratification là aussi. Mais c'est sûr que si l'entourage veut si ce que tu entends de ton entourage, c'est on consomme de la culture, tu vas être, plus porté à aller en consommer. Tandis qu'une personne que son entourage, c'est non, on consomme des produits américains, on consomme des produits coréens même, cette personne-là va être un peu plus portée à aller consommer ce type-là de contenu. Mais ça aussi, je pense que est-ce que ça rentre aussi un peu dans l'industrie culturelle qu'on voulait parler? Parce que j'ai l'impression que j'ai de la misère un peu à me rappeler des notions pour l'industrie culturelle, mais j'ai l'impression que ça rentre un peu aussi là-dedans. Oui, ben c'est ça, c'est que l'industrie culturelle, c'est sûr, le concept d'industrie culturelle, c'est que l'industrie... c'est que la culture est considérée maintenant comme une industrie et donc le but c'est pas de propager nécessairement une culture, c'est de
faire de l'argent comme toute industrie. Donc, on va avoir tendance à faire des choses un peu plus... qui va être un peu plus homogène et utiliser vraiment, par exemple, on va retourner sur l'exemple des films de Noël, genre Hallmark avec tous leurs films pareils, que c'est tout le même synopsis. C'est un produit direct de l'industrie culturelle. Ça, parce qu'en plus, avec ça serait intéressant de parler vraiment des effets par rapport à notre question. C'est une question, quels sont les effets d'écosystèmes télévisuels segmentés sur la production, la diffusion et la connaissance de la culture québécoise chez les jeunes. Est-ce que le fait que, justement, il y a plusieurs différentes plateformes qui offrent des services similaires, mais pas du même contenu, est-ce que ça, avec l'usage et la gratification, ça l'aide les jeunes à connaître? Est-ce que ça l'aide... je sais pas où je m'en vais avec ça. Ben, si je peux juste me resservir de l'exemple que tu as toi-même dit tantôt, Léa, que tu as dit que tu as découvert Cœur de pirate puis de la culture québécoise comme par accident parce qu'on t'a montré de la culture québécoise, pas nécessairement parce que tu allais la chercher. Fait que j'ai l'impression que c'est comme une fonction, je dirais pas nécessairement manifeste, plus latente, du sens que le but de la culture québécoise, malgré que ça peut être manifeste parce que le but de la culture, c'était comme de t'informer qu'elle existe, que la culture est là. Fait que t'as pas nécessairement... C'est pas en cherchant à affirmer ton identité que t'as consommé la culture québécoise, mais en consommant la culture québécoise, t'as affirmé ton identité. C'est comme été une conséquence, c'est comme été la gratification de la consommation de la culture québécoise est devenue ton affirmation d'identité, comme tu disais tantôt. Donc, je vois que le temps file. Je suis content qu'on ait pu aborder tous ces points-là. On a tout ce qui est par rapport à la culture qui affecte les jeunes. Puis, on a aussi parlé de l'usage de gratification, comment on utilise la culture québécoise pour nos bienfaits. Et on a aussi parlé à Lisanne Champagne, faut pas l'oublier. Oui, exactement. Je remercie grandement Mme Lisanne Champagne qui a pris le temps de parler avec notre collègue Christophe. Si je peux vous donner un petit conseil, à soir... Matez-vous un petit film. Matez-vous un petit film, exactement. Matez-vous un petit film québécois. Écoutez une série. Et ouvrez la TV, regardez de quoi de québécois. Encouragez... on parle tellement d'encourager les produits d'ici que c'est le moment parfait d'encourager la culture d'ici. Allez au musée s'il faut. Sortez de chez vous. Ben, restez chez vous, mais faites de quoi de québécois. Je suis bien d'accord avec ça. Merci tout le monde. Merci au cours comme 1000. Merci à Pénélope. Merci à Pénélope. Merci à Pénélope. C'était vraiment le fun. Ça va être pas dans le podcast. J'espère. C'est vraiment weird.